Les lustres en cristal au-dessus de moi se brouillaient en étoiles, tandis que je retenais mes larmes, les pieds endoloris par les talons bon marché que j'avais empruntés à ma colocataire. Le sol en marbre de la salle de bal de l'hôtel Augustine brillait comme de la glace sous des centaines de chaussures cirées. Aucune d'entre elles n'était à moi. Pas vraiment. Je n'avais pas ma place ici. Je le savais. Il le savait. Mais j'avais plus besoin de ce travail que de ma fierté. « Champagne !» murmurai-je à une femme couverte de diamants, ma voix à peine audible par-dessus le quatuor à cordes. Elle ne m'adressa même pas un regard, se contenta de prendre un verre sur mon plateau avec ses doigts manucurés et reprit sa conversation comme si j'étais un meuble invisible. C'est ce que j'étais devenu au cours des 6 mois qui avaient suivi la mort de ma mère. Un fantôme se déplaçant dans des espaces où de vraies personnes menèrent de vraies vies. Je me frayais un chemin à travers la foule. Mon uniforme noir de serveuse trop serré à la poitrine, trop court à l'ourlet. Les autres filles de la société de restauration avaient l'air soigné, professionnel. J'avais l'air de jouer à m'habiller dans la vie de quelqu'un d'autre. Mon reflet dans les murs recouverts de miroirs le confirmait. Mes cheveux bruns ternes étaient en trop sévèrement tirés en arrière. Mon maquillage était appliqué d'une main tremblante. Mes yeux étaient trop grands et effrayés pour une femme de 23 ans. L'événement était une sorte de gala de charité. Des gens riches qui faisaient semblant de se soucier des pauvres tout en buvant du vin à $1000. J'avais arrêté d'écouter les discours après la première heure. Tout ce qui m'importait, c'était de passer la soirée sans rien renverser, sans attirer l'attention, sans perdre ce travail comme j'avais perdu les 3 précédents. C'est là que je l'ai vu pour la première fois. Il se tenait près du bar, entouré d'hommes en costume sombre qui se déplaçaient comme des ombres, fluides, dangereux, toujours vigilants. Mais il était différent, plus grand, plus large, vêtu d'un costume noir qui coûtait probablement plus cher que mon loyer annuel, parfaitement ajusté à des épaules qui semblaient sculptées dans la pierre. Ses cheveux foncés étaient ramenés en arrière, dévoilant un visage qui aurait pu être beau s'il n'avait pas été aussi dur. Si froid, avec sa mâchoire anguleuse, son nez aquilin, ses yeux comme de la glace noire qui scrutèrent la pièce avec une sorte d'évaluation qui me donnait la chair de poule. Même de l'autre côté de la salle de bal, je sentais l'air changer autour de lui. Les gens lui laissèrent de l'espace sans sembler s'en rendre compte, comme des oiseaux s'éloignant instinctivement d'un prédateur. Quand il levait son verre, les hommes autour de lui se tendaient, prêts à réagir. Quand il tournait la tête, il suivait son regard. Je détournais rapidement le regard, le cœur battant à tout rompre. Les hommes comme lui ne remarquaient pas les femmes comme moi. Ça m'allait très bien. Je préférais qu'il en soit ainsi. Vous. La voix venait de ma gauche, douce, avec un accent, empreinte de richesse et de privilèges. Je me retournai pour trouver un autre homme, plus âgé que celui qui se trouvait au bar, mais tout aussi bien habillé, avec des mèches argentées dans ses cheveux foncés et un sourire qui dévoilait toutes ses dents. Derrière lui se tenaient 2 autres hommes en costume, les mains jointes devant eux, qui m'observaient avec un air impassible. « Oui, monsieur », répondis-je en équilibrant soigneusement mon plateau. « Vous travaillez ici ?» Son regard parcourut mon corps d'une manière qui me donna la chair de poule. « Je travaille pour la société de restauration. »« Oui. »« Bien. J'ai besoin que vous livriez quelque chose. » Il sortit une petite enveloppe de la poche de sa veste. Du papier coûteux de couleur crème, scellé à la cire rouge. Apportez ceci à l'homme près du bar. Celui en costume noir. Je suivis son geste et mon estomac se noua. L'homme dangereux. Celui qui semblait capable de briser quelqu'un en 2 sans scier. Je ne suis pas sûr de devoir le faire. C'est important. Le sourire de l'homme plus âgé n'atteignait jamais ses yeux. Les affaires, vous comprenez ? Je ne comprenais pas. Mais j'avais besoin de ce travail. Mes doigts tremblaient lorsque je pris l'enveloppe et la posai sur mon plateau à côté des verres de champagne restants. Le papier semblait lourd, inquiétant. « Dites-lui que c'est de la part de Marco Vitelli, » continua l'homme. « Il comprendra. » J'acquiesçai même si mon instinct me poussait à refuser, à courir, à disparaître dans la cuisine et à ne jamais revenir. Mais le loyer était dû dans 5 jours. La compagnie d'électricité avait déjà envoyé 2 avertissements.
Les factures médicales de ma mère arrivaient toujours avec une régularité d'horloge, même si elle était 6 pieds sous terre. Alors je me suis mis en route. Chaque pas sur ce sol brillant me donnait l'impression de marcher vers le bord d'une falaise. La foule semblait s'écarter autour de moi, ou peut-être était-ce mon imagination. Mes talons claquaient trop fort. Ma respiration était trop superficielle. L'enveloppe posée sur mon plateau était comme une bombe. À 6 mètres, je pouvais le sentir. Un parfum cher mélangé à quelque chose de plus sombre. Du tabac, du whisky, du danger. 5 mètres. Ces hommes m'avaient remarqué. L'un d'eux changea de position, la main se dirigeant vers sa veste. 3 mètres. Il se retourna et ses yeux noirs se posèrent sur les miens. Je me figeai. C'était comme être cloué sous les projecteurs. Toute pensée rationnelle s'était évaporée. Il était encore plus terrifiant de près, non pas parce qu'il était laid, mais parce qu'il était beau comme une lame est belle, tranchante, froide, mortelle. Une cicatrice traversait son sourcil gauche, pâle sur sa peau olive. Sa bouche était dure, impitoyable. « Monsieur ?» Ma voix sortit en un couinement. Il ne dit rien, se contentant de me fixer avec une intensité qui me fit fléchir les genoux. « J'ai quelque chose pour vous deux. » Je jetai un coup d'œil à l'homme plus âgé qui nous observait avec le même sourire prédateur que Marco Vatelli. Quelque chose vacilla dans ses yeux noirs. Pas tout à fait de l'émotion, plutôt de la reconnaissance, du danger. L'un de ces hommes s'avança et prit l'enveloppe sur mon plateau avant que je puisse cligner des yeux. Il l'examina puis la tendit à son patron avec un léger signe de tête. L'homme dangereux brisa le sceau avec son pouce, sans jamais me quitter des yeux. Il lut le contenu en quelques secondes, sans changer d'expression. Puis il me regarda à nouveau, vraiment cette fois, comme s'il mémorisait chaque trait, chaque imperfection, chaque souffle tremblant. « Qui êtes-vous » Sa voix était grave, rauque, avec un accent que je ne parvenais pas à identifier. Italien, peut-être russe, quelque chose qui évoquait les pays anciens et la violence d'autrefois. « Personne, murmurai-je. Je travaille pour la société de restauration. Votre nom » Ce n'était pas une question. C'était un ordre. Et j'étais trop effrayé, trop épuisé, trop brisé pour faire autre chose qu'obéir. Emma Chase. Emma. Il m'a étudié pendant un long moment. Et je me suis senti nu sous ce regard, dépouillé de toute prétention. Il voyait exactement ce que j'étais. Une fille effrayée qui jouait à être adulte, noyée sous les dettes et le chagrin, à un paiement manqué du désastre. Puis il m'a congédié d'un léger mouvement de tête. J'ai trébuché en arrière, manquant de faire tomber mon plateau. L'un de ces hommes m'a attrapé le coude, pour me stabiliser ou m'avertir. Je ne savais pas trop. Puis je me suis frayé un chemin à travers la foule, le visage en feu, les mains tremblant si fort que les verres restants s'entrechoquaient. Je suis arrivé à la cuisine avant que mes genoux ne se dérobent sous moi. Je me suis enfermé dans les toilettes du personnel et j'ai appuyé mon front contre le carrelage frais, essayant de me rappeler comment respirer. Qu'avais-je fait ? Que contenait cette enveloppe ? Pourquoi Marco Vitelli m'avait-il utilisé comme messagère ? Pourquoi cet homme m'avait-il regardé comme si je ne pouvais pas finir ma pensée ? Quand je suis finalement sorti, ma superviseuse m'attendait, les bras croisés et l'air déçu, comme je l'avais déjà vu trop souvent. « Emma, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. « On t'avait spécifiquement demandé de servir la section VIP, » a-t-elle dit en consultant sa tablette. « Mais plusieurs clients se sont plaints que vous sembliez distraite, nerveuse. L'un d'eux a dit que vous trembliez tellement que vous avez failli renverser du champagne sur une robe à 10 000 $. Je suis désolé. C'est votre 3e événement avec nous. Vous n'êtes tout simplement pas à la hauteur. » Elle soupira, regardant déjà derrière moi vers des employés plus compétents. « Terminez la soirée, récupérez votre salaire, mais ne revenez pas pour la réservation de demain. Vous êtes à nouveau licencié. » J'ai ravalé la boule dans ma gorge et j'ai acquiescé car que pouvais-je faire d'autre ? Supplier, pleurer,
expliquer que je venais d'être utilisé comme un pion dans quelque chose que je ne comprenais pas. Que le poids du regard de cet homme aux yeux noirs m'avait bouleversé au plus profond de moi-même. Le reste de la soirée s'est déroulé dans le brouillard. J'ai servi des boissons, ramassé des assiettes, évité de regarder qui que ce soit directement, surtout pas vers le bar où je pouvais encore sentir ses yeux me surveiller, même si je savais qu'il était parti depuis des heures. Il était minuit passé lorsque je me suis enfin échappé dans le froid de novembre, ma veste fine ne me protégeant en rien du vent qui soufflait du lac Michigan. La camionnette de la société de restauration était déjà partie, emmenant les autres serveurs chez eux. Je l'avais manqué en allant chercher mon dernier chèque de paie, $300 qui couvrirait à peine un quart de ce que je devais. L'arrêt de bus était à 2 pâtés de maison. Je me mis à marcher, mes talons claquant sur le béton, mon souffle se transformant en buée dans l'air glacial. Chicago. La nuit était une ville différente de Chicago le jour. Plus sombre, plus vive, pleine de bruit qui vous faisait marcher plus vite. J'étais à mi-chemin du 2e pâté de maison lorsque j'entendis des pas derrière moi. Mon pouls s'accéléra. Je marchais plus vite, serrant mon sac à main contre ma poitrine. Les pas suivaient mon rythme, sans courir, juste en me suivant. Emma Chase. J'ai eu un haut le cœur. Marco Vitelli se tenait sous un réverbère, flanqué de ses 2 ombres. Il avait l'air différent ici, loin des lustres et du champagne, plus prédateur. Son sourire avait disparu, remplacé par quelque chose de plus froid. « Tu as mis un sacré bazar, ma chérie. Je ne comprends pas, j'ai juste délivré un message. Tu l'as lu ?» Il s'est approché. « Non, jamais. » Tant mieux. Un pas de plus. « Parce que si tu l'avais lu, je devrais te tuer tout de suite. » Le monde bascula. Ce n'était pas possible. On était à Chicago, pas dans un film. Les gens ne disaient pas ce genre de choses dans la rue. Mais le pistolet qu'un de ces hommes sortit de sa veste avait l'air bien réel. « Tu as remis une déclaration de guerre à Dante Moretti. » Marco continuait à parler comme si nous discutions de la météo. L'un des hommes les plus dangereux de cette ville. Peut-être le plus dangereux. Et maintenant, il a vu ton visage. Il connaît ton nom. Dante Moretti. Ce nom me glaça le sang. Je l'avais déjà entendu, murmuré dans le genre de conversation que les gens interrompaient quand tu passais. Associé à la violence, au pouvoir, à des choses qui se passaient dans l'ombre. Je ne savais pas, dis-je. Je ne faisais que mon travail. Je ne l'ai pas fait. Détends-toi, ma chérie. Le sourire de Marco est revenu, aussi tranchant que du verre brisé. Je ne vais pas te tuer. Tu es beaucoup plus utile vivante, a-t-il dit en faisant un geste. Et l'un de ces hommes m'a attrapé le bras avec une poigne qui allait laisser des bleus. Qu'est-ce que tu fais ? Lâche-moi. Je ne peux pas. Tu vois, Moretti n'accepte pas les défis à la légère. Il viendra chercher des réponses, un moyen de pression, et toi ? Marco pencha la tête, m'observant comme un insecte sous une cloche de verre. Tu es l'appât parfait. J'essayais de crier, mais une main me couvrit la bouche. Ils me traînèrent vers une voiture noire garée au bord du trottoir, et je me débattis de toutes mes forces, donnant des coups de pied, me tortillant, mordant les doigts qui me couvrèrent la bouche, jusqu'à goûter le sang. Cela ne suffit pas. La portière s'ouvrit comme une bouche, et ils me poussèrent à l'intérieur. Je tombai lourdement sur les sièges en cuir, ma tête heurtant violemment la portière opposée. Des étoiles explosèrent devant mes yeux. « Rien de personnel, dit Marco, en se glissant à côté de moi. Juste du business. » La porte s'est refermée avec un claquement. Les verrous se sont enclenchés, avec un bruit semblable à celui d'une cellule de prison qui se ferme. Et alors que la voiture s'éloignait du trottoir, des lampadaires, de toute chance de secours, j'ai réalisé que ma vie invisible et insignifiante venait de devenir très très visible pour exactement les mauvaises personnes. Je me suis réveillé avec une odeur de cigarette et de cuir coûteux. Ma tête me lançait à l'endroit où elle avait heurté la portière de la voiture. Et pendant un moment de désorientation, j'ai cru être de retour dans la chambre d'hôpital de ma mère, attendant une nouvelle série de mauvaises nouvelles de la part de médecins qui avaient cessé d'apprendre mon nom. Mais les chambres d'hôpital ne sentaient pas le cigare. Elles n'avaient pas de baies vitrées donnant sur les toits de Chicago. Elles n'avaient pas d'hommes armés postés devant des portes verrouillées. J'étais allongé sur un canapé en velours bordeaux,
dans ce qui ressemblait à un bureau, tout en bois sombre et aux intentions encore plus sombres. Mes chaussures avaient disparu. Ma veste aussi. Quelqu'un m'avait recouverte d'une couverture, qui coûtait probablement plus cher que ma voiture à l'époque où j'en avais une. Elle est réveillée. Je me redressai brusquement, le regrettant immédiatement lorsque la douleur me transperça le crâne. L'un des hommes de Marco se tenait près de la porte, parlant dans son téléphone avec une autorité tranquille qui me nouait l'estomac. « Où suis-je » Ma voix était effrayée. « Quelle heure est-il » Il m'ignora, rangea son téléphone dans sa poche et reprit sa position de statue. Le message était clair. Je ne méritais pas qu'on me prête attention. J'étais une marchandise. Un appât. Un appât pour Dante Moretti. Le souvenir me revint en mémoire. L'enveloppe. Ses yeux noirs. La menace désinvolte de Marco. Tu es l'appât parfait. Je pressai mes paumes contre mes yeux, essayant de réfléchir malgré la panique. Je devais sortir d'ici. Je devais courir, me cacher, disparaître dans les recoins de la ville, qui m'accueillerait encore. Mais les fenêtres étaient trop hautes. La porte était gardée. Et même si je parvenais à m'échapper de cette pièce, je n'avais aucune idée de l'endroit où je me trouvais, ni du nombre d'hommes qui m'attendaient dehors. La porte s'ouvrit et Marco Vatelli entra comme s'il était le maître du monde. Peut-être était-ce le cas. Il avait troqué son smoking contre un pantalon décontracté et une chemise blanche, les manches retroussées pour révéler des avant-bras musclés et marqués de cicatrices. Il semblait plus jeune, plus dangereux, sans son apparence formelle. « Bonjour, ma chérie. » Il s'installa dans le fauteuil en face de moi, croisant une cheville sur son genou. « Tu as bien dormi ? Laisse-moi partir. » Je détestais le tremblement de ma voix. « Je t'en prie, je ne le dirai à personne. Je quitterai Chicago. Tu ne me reverras plus jamais. Je suis sûr que c'est vrai. » Il alluma une cigarette et m'observa à travers la fumée. « Mais Moretti t'a déjà vu ? Il connaît déjà ton nom. Tu crois qu'il va simplement oublier ? Les hommes comme lui n'oublient rien. Alors qu'est-ce que tu veux de moi ? Une assurance ? » Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux, suffisamment près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Quelque chose de vif et de vert qui avait probablement un nom italien que je ne pouvais pas prononcer. Moretti a rejeté mon offre très généreuse hier soir. Ma proposition de coopération territoriale. L'enveloppe que tu as livrée, c'était sa dernière chance d'éviter une guerre. Une guerre ? Le mot flottait dans l'air comme de la fumée. Je ne comprends toujours pas ce que cela a à voir avec moi. Votre moyen de pression ? Il l'a dit simplement, comme s'il expliquait des mathématiques élémentaires à un enfant. Moretti ne sait pas encore que vous êtes ici. Mais quand il découvrira que j'ai la fille qui lui a signifié son arrêt de mort, la fille qu'il regardait comme Marco, son sourire est devenu entendu. Disons simplement que j'ai remarqué comment il vous regardait, Emma. Combien de temps il vous a regardé ? Ce n'est pas rien. Pas pour un homme comme Dante Moretti. Ma poitrine s'est serrée. Il ne l'a pas fait. Ce n'est pas parce que je ne suis personne pour lui. Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, il viendra te chercher. Pour éliminer un témoin, pour m'envoyer un message, pour satisfaire sa curiosité. Marco haussa les épaules. Peu importe la raison, ce qui compte, c'est que, quand il le fera, je serai prêt. Il se leva, écrasant sa cigarette dans un cendrier en cristal. Tu resteras ici, confortablement, en sécurité. Tant que tu coopères, et si je ne le fais pas. Son sourire disparut. Alors tu cesseras d'être utile. Et je ne garde pas les choses inutiles. La porte se referma derrière lui avec un léger clic qui ressemblait au couvercle d'un cercueil. 3 jours passèrent comme une peine de prison. Ils me gardèrent dans ce bureau transformé en chambre à coucher, m'apportant des repas que je ne pouvais pas manger et des magazines sur lesquels je ne pouvais pas me concentrer. Les fenêtres ne s'ouvraient pas. La porte restait verrouillée. Les gardes se relayaient avec une précision militaire, sans jamais me parler, sans jamais me regarder dans les yeux. J'étais à nouveau invisible. Mais cette fois,
Cette invisibilité ressemblait davantage à une gomme, comme si je disparaissais lentement dans les meubles coûteux et les tapis importés, devenant un simple objet de plus dans la collection de Marco Vitelli. Le 4e jour, tout a changé. Je regardais par la fenêtre, observant la ville se réveiller dans des tons dorés et roses. Me demandant si quelqu'un avait remarqué mon absence lorsque les cris ont commencé, loin au début, puis de plus en plus proches. Des coups de feu ont retenti comme le tonnerre et je me suis jeté derrière le canapé, le cœur battant à tout rompre. D'autres coups de feu, du verre brisé. Des hommes qui criaient en italien, en anglais, dans des langues que je ne reconnaissais pas. Le bâtiment a tremblé. Ou peut-être était-ce seulement moi. Je tremblais si fort que mes dents claquaient. Puis le silence, pire que le bruit. Le genre de silence qui signifiait qu'une chose terrible venait de se produire. La porte de ma chambre a explosé vers l'intérieur. J'ai crié, me pressant contre le mur, m'attendant à des balles ou pire encore. Mais les hommes qui ont fait irruption n'étaient pas Marcos. Ils portèrent des costumes différents, se déplaçaient avec une énergie différente, militaire, précise, mortelle, et derrière eux, remplissant l'embrasure de la porte comme une éclipse, se tenait Dante Moretti. Il ressemblait à la vengeance sculptée dans le marbre. Du sang éclaboussait sa chemise blanche. Pas le sien, pensai-je avec frénésie, car il bougeait sans douleur, sans hésitation. Ses yeux noirs balayèrent la pièce, répertoriant les issues, les menaces, moi recroquevillé dans un coin comme un animal terrifié. « C'est clair, dit l'un de ces hommes. Dante me rejoignit en 3 enjambées. Je reculai, mais je n'avais nulle part où aller. Puis sa main se posa sur mon visage, rugueuse, calleuse, relevant mon menton, m'obligeant à croiser son regard impossible. « Ils t'ont fait du mal ?» Sa voix était basse, maîtrisée, mais quelque chose de violent bouillonnait en dessous. Je secouai la tête, ne faisant pas confiance à ma voix. Son pouce effleura ma pommette, et je réalisai que je pleurais. Quand avais-je commencé à pleurer? Sa mâchoire se crispa, un muscle sautant sous sa peau olive. « Tu peux marcher ?» Un autre signe de tête. « Alors bouge maintenant. » Il n'attendit pas mon accord. Il passa simplement une main autour de mon bras et me tira vers la porte. Je trébuchais, pieds nus et désorienté, mais sa prise était de fer. Le couloir à l'extérieur était un champ de bataille. Des impacts de balles dans les murs, du sang sur le sol en marbre, des corps que j'essayais de ne pas regarder. « Ne regarde pas, dit Dante, comme s'il lisait dans mes pensées. Marche, c'est tout. » Nous avons traversé le carnage comme des fantômes, ces hommes formant un cercle protecteur autour de nous. J'entendais des sirènes au loin qui se rapprochaient. Quelqu'un criait des ordres en italien à toute vitesse. L'air sentait la poudre à canon et le cuivre. Dehors, 3 SUV noirs étaient garés au bord du trottoir. Moteur en marche. Dante m'a poussé à l'arrière du véhicule du milieu et s'est installé à côté de moi. Ces hommes se sont entassés dans les autres voitures. Puis nous avons démarré, les pneus crissant sur l'asphalte. Je me suis appuyé contre la porte opposée, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Dante Moretti, l'homme le plus dangereux de Chicago selon Marco, venait de faire irruption dans un bâtiment fortifié pour quoi faire? Me sauver. Me revendiquer. Il était maintenant au téléphone, parlant dans un italien saccadé qui ressemblait à des menaces déguisées en conversation. Du sang maculait encore sa chemise et ses mains. Il avait tué des gens ce soir, peut-être beaucoup de gens, à cause de moi. La voiture s'est arrêtée à un feu rouge, et j'ai pris une décision dictée par la panique. J'ai tiré sur la poignée de la porte. Elle était verrouillée. La main de Dante s'est refermée sur mon poignet avant que je puisse essayer la fenêtre. Ne me laisse pas sortir. J'ai tiré désespérément contre son étreinte. Je veux rentrer chez moi. Je veux... Il n'y a pas de maison. Il l'a dit d'un ton neutre, factuel, comme s'il annonçait la météo. Marco sait où tu vis. Ton adresse, ton parcours professionnel, la tombe de ta mère, tout. Ses doigts se resserrèrent, pas douloureusement, mais de manière inéluctable. Si tu rentres chez toi, tu seras morte dans moins d'1 heure. Alors emmène-moi à la police. La police? Il a presque souri. Chérie, la moitié de la police de Chicago est à la solde de quelqu'un. Tu crois vraiment qu'ils te protégeront de Marco Vitelli? Pour moi,
Le feu a changé. Nous avons recommencé à avancer. J'ai arrêté de me débattre, car à quoi bon? Je n'avais plus aucun moyen d'action, plus aucune option, plus aucune illusion fragile que je contrôlais quoi que ce soit dans ma vie. Où m'emmènes-tu? Dans un endroit sûr. Pourquoi? Je me suis tourné vers lui, cherchant sur son visage dur le moindre signe d'humanité. Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Marco a dit que vous alliez m'utiliser comme message. Me tuer pour prouver quelque chose. L'expression de Dante n'a pas changé, mais quelque chose de sombre a vacillé dans ses yeux. Marco Vatelli est un imbécile qui confond cruauté et force. Il a relâché mon poignet, laissant des marques rouges que je sentirai pendant des jours. Vous avez délivré sa déclaration de guerre. Cela fait de vous son messager. Selon les anciens codes, les messagers sont protégés. Les anciens codes, ai-je répété, abasourdi. Des règles. Même les monstres ont des règles. Il a sorti un autre téléphone. Cet homme semblait en avoir une réserve inépuisable, et il a tapé quelque chose d'une seule main. Tu resteras avec moi jusqu'à ce que cela soit réglé. Réglé? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Marco mourra ou que je mourrai. Il l'a dit comme s'il discutait d'un projet de dîner. Dans tous les cas, tu seras libre. Le SUV s'est engagé dans un garage souterrain, éclairé par des néons clignotants. Nous descendîmes plus profondément dans la terre, passâmes devant des rangées de voitures de luxe jusqu'à atteindre un niveau marqué « privé ». Le véhicule s'arrêta devant un ascenseur, flanqué de 2 autres hommes armés. Dante sortit, puis attendit. Attendit vraiment que je le suive, comme si j'avais le choix, comme si cela représentait autre chose que l'échange d'une prison contre une autre. L'ascenseur nécessitait une carte-clé et une empreinte digitale. Il montait si doucement que je sentais à peine le mouvement, mes oreilles se bouchant à mesure que nous montions d'étage en étage. Lorsque les portes s'ouvrirent, je pénétrai dans un penthouse qui faisait passer le bureau de Marco pour une chambre de motel. Des fenêtres entouraient 3 murs, offrant une vue panoramique sur Chicago à l'aube. Les sols étaient en bois sombre, les meubles aux lignes épurées et aux couleurs sobres. Des œuvres d'art que je ne reconnaissais pas étaient accrochées au mur, probablement des originaux, probablement d'une valeur supérieure à ce que je gagnerais en 10 vies. Par ici. Dante m'a conduit dans un couloir, jusqu'à une chambre plus grande que tout mon appartement. Un lit king size, un dressing, une salle de bain avec une baignoire pouvant accueillir 3 personnes. Tout était dans des tons crème et or qui, d'une manière ou d'une autre, ne semblaient pas chaleureux. « Vous resterez ici » dit-il en faisant un geste comme s'il me montrait une chambre d'hôtel et non une cage dorée. Il y a des vêtements dans le placard. Mon assistant vous en apportera d'autres à votre taille demain. N'essayez pas de partir. L'ascenseur ne fonctionne pas sans autorisation et les escaliers sont surveillés. Je suis donc prisonnière. Tu es protégée. Il s'est approché et je me suis forcé à ne pas reculer. Il y a une différence, n'est-ce pas? Pour la première fois depuis la salle de bal, quelque chose qui ressemblait presque à de l'intérêt a traversé son visage. Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais. À quoi t'attendais-tu? De la peur, de la gratitude, des larmes. Il a légèrement penché la tête, m'observant. Tu as peur, mais tu es aussi en colère. C'est inattendu. J'ai ri. Un rire sans humour. Ma mère est morte il y a 6 mois. J'ai été licencié de 7 emplois. Je croule sous les dettes médicales. Et maintenant, je suis prise dans une guerre entre 2 criminels parce que j'ai livré la mauvaise enveloppe. Je l'ai regardé dans les yeux, refusant de détourner le regard. La colère est tout ce qui me reste. Quelque chose a changé dans son expression. Pas exactement de la douceur, mais une reconnaissance, comme s'il comprenait ce que cela signifiait de n'avoir plus rien d'autre que de la rage. « Repose-toi, Emma. Chase. » Il s'est tourné vers la porte. « Demain, nous parlerons de la suite. Tu répondras à mes questions ?» Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Ça dépend des questions. « Pourquoi m'as-tu regardé comme ça au gala ? Comme toi, je n'ai pas pu finir
Je n'ai pas pu nommer ce que j'avais vu dans ses yeux noirs. Dante est resté silencieux pendant un long moment. J'ai cru qu'il ne répondrait pas. Parce que tu m'as rappelé quelqu'un. Quelqu'un que je n'avais pas réussi à protéger. Qui ? Mais il était déjà parti. La porte se referma dans un léger clic qui ressemblait trop à toutes les autres portes qui s'étaient refermées dans ma vie. Définitivement. Me laissant seul dans une autre belle pièce qui ressemblait à un tombeau. Je m'effondrais sur le lit, toujours vêtu de mon uniforme de serveuse en lambeaux, et je me laissais enfin aller à pleurer. Non pas pour ce qui s'était passé, mais pour ce qui allait arriver. Parce que les hommes comme Dante Moretti ne sauvaient pas les gens par gentillesse. Ils recouvraient des dettes, exigèrent des paiements, et quel que soit le prix qu'ils finiraient par demander, je savais que je ne pourrais pas le payer. Dehors, Chicago resplendissait dans la lumière du matin, indifférente et éternelle. À l'intérieur de cette cage dorée, j'apprenais déjà à reconnaître le son de mon propre cœur. Rapide, effrayé, furieux, et le rythme plus lourd et plus lent des pas dans le couloir derrière ma porte. Ils observaient, attendaient, protégeaient ou possédaient. Je ne savais pas trop. Peut-être n'y avait-il aucune différence après tout. Je ne dormais pas. Comment aurais-je pu, sachant que des hommes armés se tenaient devant ma porte, que quelque part dans cette forteresse, Dante Moretti planifiait sa prochaine action dans une guerre que j'avais accidentellement déclenchée. Au lieu de cela, je faisais les 100 pas dans la chambre, jusqu'à ce que mes pieds nus me fassent mal, puis je me tenais à la fenêtre, regardant la ville passer de l'aube à la lumière du jour. D'ici, Chicago semblait belle, propre, sûre. Les gens qui se déplaçaient dans les rues en contrebas n'avaient aucune idée de ce qui se passait dans les entrepôts et les hangars, dans les espaces entre la légalité et la mort. Ils allaient au travail, prenaient un café, se plaignaient de la circulation. Des problèmes normaux, des vies normales. J'avais envie de les détester pour cela. Au lieu de cela, je regrettais simplement de ne pas être l'un d'entre eux. Vers 9 heures, on frappa doucement à la porte. Je me suis retourné, le cœur battant, mais ce n'était pas Dante. Une femme est entrée, la cinquantaine, élégante dans son pantalon noir sur mesure et son chemisier en soie, ses cheveux noirs tirés en arrière en un chignon lisse. Elle portait plusieurs sacs de courses, tous provenant de magasins où je n'avais fait que du lèche-vitrine dans ma vie antérieure. Mademoiselle Chaz. Son accent était léger, raffiné. « Je suis Teresa, l'assistante de Monsieur Moretti. Je vous ai apporté quelques articles de première nécessité. » Elle posa les sacs sur le lit avec une certaine maladresse, en sortant des vêtements, des articles de toilette et même du maquillage. Tout était à ma taille. Tout était cher. Je fixais un pull en cachemire qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Comment avez-vous su ? Monsieur Moretti est très minutieux. Le sourire de Teresa était professionnel, ne trahissant rien. Le petit déjeuner vous attend dans la salle à manger quand vous serez prêt. Je vous conseille de manger. Il n'aime pas qu'on le fasse attendre. Elle partit avant que je puisse lui demander ce qu'il voulait. Elle ferma la porte avec ce même clic doux qui commençait à me rendre fou. Je pris une douche dans la salle de bain obscènement luxueuse, frottant ma peau jusqu'à ce qu'elle devienne rose, pour effacer 4 jours de peur et de captivité. L'eau chaude me semblait être une petite rébellion, gaspillant ses ressources, lui faisant perdre son temps. C'était peut-être insignifiant, mais c'était tout le pouvoir dont je disposais. Les vêtements m'allaient parfaitement. Un jean foncé qui me mettait en valeur au lieu de me tomber large. Un pull couleur crème, doux comme un nuage. Même des sous-vêtements à ma taille, ce qui aurait dû être humiliant, mais me semblait surtout inévitable. Dante Moretti savait tout de moi. L'intimité était une autre illusion que j'avais perdue quelque part, entre la salle de bal et cette cage. J'ai trouvé la salle à manger, en suivant l'odeur du café, riche et sombre, rien à voir avec la poudre instantanée dont je m'étais nourri pendant des mois. L'espace était entièrement vitré et recouvert de marbre blanc, dominé par une table pouvant accueillir 12 personnes. Seules 2 places étaient dressées. Dante était assis en bout de table, lisant quelque chose sur une tablette toujours vêtue de la chemise éclaboussée de sang de la veille. Il avait retroussé ses manches, et je pouvais voir davantage de cicatrices sur ses avant-bras, certaines anciennes et estompées, d'autres plus récentes, roses
et vive. Une carte routière de la violence. Il leva les yeux lorsque j'entrai, ses yeux noirs suivant mes mouvements à travers la pièce. « Tu as dormi ?» Ce n'était pas une question, mais je répondis quand même. « Non. » Intelligent. Il me fit signe de m'asseoir sur la chaise à sa droite. Je voulais refuser par principe, mais la nourriture étalée sur la table fit grogner mon estomac de manière traîtresse. Des fruits frais, des pâtisseries, des œufs, du bacon, plus de nourriture que je n'en avais vu en un seul endroit, depuis que maman était tombée malade, et que faire les courses était devenu un luxe que je calculais au centime près. Je m'assis et commençai à remplir mon assiette avec des mains tremblantes. « Mange lentement, » dit Dante, sans lever les yeux de sa tablette. « Tu vas te rendre malade. » La honte me brûlait. Mais il avait raison. Je me suis forcé à prendre de petites bouchées, à bien mâcher, même si tout avait un goût divin et que mon corps réclamait encore et encore. Nous avons mangé en silence pendant plusieurs minutes. Il semblait se contenter de m'ignorer, faisant défiler ce qui ressemblait à des rapports financiers, des chiffres que je ne pouvais déchiffrer, des colonnes qui représentaient probablement des sommes d'argent que je ne pouvais imaginer. C'était son monde. Le pouvoir mesuré en chiffres. L'influence achetée et vendue comme des marchandises. « Vous avez des questions ?» dit-il enfin en posant sa tablette. « Posez-les. » J'avalai une bouchée de croissant. « Pourquoi suis-je vraiment ici ? » Je vous l'ai dit. Vous m'avez parlé d'anciens codes et de protection. Je ne vous crois pas. Je le regardais dans les yeux, rassemblant un courage que je ne ressentais pas. Les hommes comme vous ne sauvent pas les gens par honneur. Alors que voulez-vous de moi ? Son expression ne changea pas, mais quelque chose qui ressemblait presque à de l'approbation passa sur son visage. Vous avez raison. L'honneur est un luxe que je peux rarement me permettre. Il se cala dans son fauteuil, m'étudiant comme si j'étais un puzzle qu'il n'avait pas encore tout à fait résolu. La vérité. Marco t'a utilisé pour déclarer la guerre. Cela fait de toi un symbole. Et les symboles ont du pouvoir. Je ne suis pas un symbole. Je suis une personne. Dans mon monde, il n'y a pas de différence. Il s'est resservi du café. Un geste étrangement domestique. Marco pense qu'il peut t'utiliser pour m'appâter, pour me distraire pendant qu'il consolide son territoire. Il se trompe, mais tant qu'il y croit, tu as de la valeur. Précieux comment ? Vivant. Tu es mon levier, à sa place. Mort. Tu es un message qui dit que je ne tolère aucune menace contre ce qui m'appartient. Il l'a dit avec désinvolture, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps. Dans tous les cas, tu comptes. C'est plus que ce que tu avais avant. Ces mots m'ont frappé comme une gifle car il avait raison. Avant le bal, avant l'enveloppe, je n'étais personne. Invisible, jetable. Au moins, maintenant, j'avais suffisamment d'importance pour rester en vie. Qu'est-il arrivé à la personne qui te rappelait moi ? Demandai-je doucement. Celle que tu n'as pas réussi à protéger ? Dante serra les mâchoires. Pendant un long moment, je crus qu'il ne répondrait pas. Puis, ma sœur Juliana. Il prononça son nom comme une prière. Elle avait 19 ans. Elle était belle. Ses doigts serraient sa tasse de café si fort que j'entendis la céramique craquer. Une famille rivale l'avait enlevée pour s'en servir afin d'atteindre mon père. Quand nous l'avons retrouvé, il n'avait pas fini. Il n'en avait plus besoin. « Je suis désolé, murmurai-je. »« Ne le sois pas. » Il me regarda d'un œil vide et froid. « Je les ai tous tués. J'ai réduit leur territoire en cendres. C'était il y a 15 ans. Et les gens en parlent encore à voix basse. » Un sourire terrible a effleuré ses lèvres. C'est ce qui arrive quand on prend quelque chose qui m'appartient. La menace implicite flottait dans l'air. J'étais désormais quelque chose qui lui appartenait. Marco m'avait prise et Dante m'avait reprise. La possession enrobée dans le langage de la protection. « Je veux rentrer chez moi, dis-je, détestant la façon dont ma voix se brisa. « Je sais, dit-il en se levant,
et en boutonnant ses poignets de chemise avec des mouvements précis. Mais vouloir et avoir sont deux choses différentes. Tu l'apprendras ici. Combien de temps? Jusqu'à ce que Marco soit mort ou qu'il cesse de te rechercher. Dante se dirigea vers la porte puis s'arrêta. Il y a des règles tant que tu es sous ma protection. Ne quitte pas l'appartement. Ne contacte personne de ton ancienne vie. Ne teste pas la sécurité. Il se tourna vers moi. Et ne confonds pas ma protection avec de la gentillesse, Emma. Je ne suis pas un homme bon. Je suis juste une meilleure option que Marco Vatelli. Ce n'est pas dire grand-chose. Non, acquiesça-t-il. Ce n'est pas dire grand-chose. Il partit. Et je me retrouvai seul avec les restes du petit déjeuner et le poids de ma nouvelle réalité. Les jours se transformèrent en semaines, puis en 2 semaines. Je vivais dans une étrange limbe, confortable mais captive, en sécurité mais étouffante. Teresa m'apportait des livres, des vêtements, tout ce que je demandais, sauf la liberté. Le penthouse était devenu mon univers, à 50 étages au-dessus de la ville, mais cela aurait tout aussi bien pu être une autre planète. Dante était souvent absent, disparaissant pendant des heures ou des jours. Quand il était là, il m'ignorait la plupart du temps, travaillant dans son bureau ou passant des appels en italien qui ressemblaient à des menaces enrobées de soie. Mais parfois, tard dans la nuit, je le trouvais dans le salon, regardant la ville avec un verre de whisky et une expression qui semblait presque humaine. J'ai appris ses habitudes. Café à 6 heures, noir et amer, appel à ses différents lieutenants tout au long de la matinée, gym à midi. Je pouvais entendre le bruit rythmique des poings contre un sac lourd quelque part dans le penthouse. Encore des appels, encore des réunions, dîner à 20 heures quand il était à la maison, toujours parfaitement préparé par un chef que je n'ai jamais vu. Et il a appris les miennes. Comment je me recroquevillais dans le fauteuil, près de la fenêtre, avec des livres sur lesquels je ne pouvais pas me concentrer. Comment j'évitais les miroirs, parce que me voir dans des vêtements empruntés, dans une vie empruntée, ne faisait qu'empirer les choses. Comment je me réveillais à 3 heures du matin, à cause de cauchemars remplis de coups de feu et de sang, haletant dans le noir. La 3e fois que je me suis réveillé en hurlant, il est apparu dans l'embrasure de la porte comme une ombre devenue solide. Un cauchemar. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, vêtu uniquement d'un pantalon de pyjama, son torse couvert de cicatrices et d'encre que je n'avais aperçu que brièvement auparavant. J'ai remonté la couverture jusqu'à mon menton, réalisant soudain que je ne portais qu'un débardeur et un short. « Je vais bien. Et toi ?» Il a traversé la pièce jusqu'au lit, se déplaçant avec cette grâce prédatrice qui faisait battre mon cœur à tout rompre. « Tu n'es plus bien depuis la salle de bal. » À qui la faute? À moi. À Marcos? À toi-même? Pour avoir été au mauvais endroit? Il s'est assis sur le bord du matelas, assez près pour que je puisse sentir son eau de Cologne. Le même parfum que lors de la première nuit, maintenant familier d'une manière qui semblait dangereuse. Le blâmer ne change pas la situation. Alors qu'est-ce qui change? Le temps. Ses yeux rencontrèrent les miens dans l'obscurité. L'acceptation. Tu veux que j'accepte ça? Accepter d'être ta prisonnière. Je veux que tu arrêtes de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. Il tendit la main, et je tressaillis. Mais il se contenta de repousser une mèche de cheveux derrière mon oreille. Son geste était presque tendre. Tu t'épuises? Et pourquoi? Des larmes me brûlaient les yeux. J'avais une vie. Elle n'était pas extraordinaire. Mais c'était la mienne. Cette vie n'existe plus, Emma. Pleure-la si tu en as besoin. Puis avance. Avance vers quoi? Ai-je demandé. Que se passera-t-il quand Marco sera mort? Tu me laisseras partir? Tu me renverras dans mon appartement minable avec mes boulots minables et tu feras comme si rien ne s'était passé.
L'expression de Dante s'est transformée en quelque chose que je ne pouvais pas déchiffrer. C'est ce que tu veux. Je ne veux pas être un pion dans ta guerre. Je veux avoir de l'importance parce que je suis une personne, pas parce que je suis utile. Les mots sortirent durs, bruts. Je veux que quelqu'un me voie comme plus qu'un moyen de pression, un symbole ou une erreur. Je te vois. Les mots restèrent suspendus entre nous, chargés d'une signification que je n'osais pas examiner. Sa main était toujours dans mes cheveux, son pouce effleurant ma tempe à un rythme qui correspondait à mes battements de cœur précipités. « Tu vois un problème à résoudre » murmurai-je. Peut-être au début. Sa voix est devenue plus grave, plus rauque, plus maintenant. J'aurais dû m'éloigner. Je devrais lui rappeler. Me rappeler que c'était le syndrome de Stockholm, que la captivité engendrait une fausse intimité, qu'il était un monstre qui avait tué pour moins que le simple fait de le regarder de travers. Mais je n'ai pas bougé. Je ne pouvais pas bouger. Parce que pour la première fois en 6 mois, quelqu'un me regardait vraiment. Pas à travers moi. Pas au-delà de moi. Vers moi. « C'est une erreur, murmurai-je. « Oui, dit-il en se penchant vers moi, et je pouvais sentir sa chaleur, le danger. Mais j'ai fait pire. » Son téléphone vibra, puis vibra à nouveau, puis se mit à sonner, avec une urgence qui brisa le moment comme du verre. Dante recula, le visage fermé. Il regarda l'écran et quelque chose de sombre traversa son visage. « Habille-toi maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Marco sait que tu es ici. » Il se dirigeait déjà vers la porte. Il était de nouveau tout à son travail. « Il va passer à l'action ce soir. Tu dois être prête. » « Prête pourquoi ?» Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte, éclairé par la lumière du couloir, ressemblant en tout point à l'homme dangereux qu'il était. « Pour la guerre, Emma, celle dont tu ne peux plus te cacher. » Puis il disparut, criant des ordres en italien. Et le Pentouse explosa dans un chaos contrôlé. Des hommes que je n'avais jamais vus auparavant surgirent de nulle part, vérifiant les armes, coordonnant les positions. Le refuge auquel je m'étais habitué à contre-cœur se transforma en une forteresse assiégée. Je m'habillai les mains tremblantes, un jean, des bottes, le pull le plus chaud que j'avais. Si nous devions fuir, je voulais être prête. Si nous devions nous battre, non. Je ne pouvais pas y penser. Teresa est apparue, me mettant quelque chose de froid et de lourd dans les mains. Un téléphone ? Quoi ? Mémorise ce numéro. Elle m'a montré un contact simplement intitulé « D ». Si tu es séparé de M. Moretti, tu appelles ce numéro. Uniquement celui-ci. Compris ? J'ai hoché la tête, mettant le téléphone dans ma poche. Brave fille. Elle m'a serré l'épaule une fois. La première véritable marque de chaleur que quelqu'un m'avait témoignée dans cet endroit. Reste près de lui. Il te protégera. Comment le sais-tu ? Son sourire était triste et entendu. Parce que je travaille pour Dante Moretti depuis 20 ans. Et je ne l'ai jamais vu regarder quelqu'un comme il te regarde. Avant que je puisse comprendre, avant que je puisse lui demander ce qu'elle voulait dire, une explosion secoua le bâtiment. Les fenêtres vibrèrent. Les alarmes retentirent, et quelque part dans le chaos, Dante criait mon nom. L'explosion venait d'en bas, un grondement sourd qui donnait l'impression que les fondations du bâtiment se fissuraient. Je trébuchais et me rattrapais au cadre de la porte tandis que Teresa me poussait en avant. « Bouge !» cria-t-elle pour couvrir le bruit des alarmes. Le couloir était en proie au chaos. Des hommes couraient, armes à la main, aboyant des ordres en italien et en anglais. De la fumée s'échappait de quelque part sous nos pieds, âcre et suffocante. Mes yeux larmoyaient, mes poumons me brûlaient, mais la main de Teresa sur mon dos me poussait à avancer. Dante est apparu à travers la fumée comme un ange vengeur, ou un démon, selon le point de vue. Il était tout de noir, vêtu, un pistolet à la hanche, un autre à la main. Du sang coulait sur sa joue, provenant d'une coupure que je n'avais pas vue. Emma, sa voix a coupé le bruit. « Viens ici tout de suite. » Je n'ai pas hésité.
Quoi qu'il soit à ce moment-là, il représentait la sécurité. Je courus vers lui, et il passa son bras autour de ma taille, me serrant contre lui. « Les sous-sols sont compromis », rapporta l'un de ses hommes. « Ils sont entrés par le parking, au moins 20 ennemis. » Marco, la voix de Dante était glaciale. « Ce n'est pas encore confirmé, monsieur. » « Alors confirmez-le. » Il se tourna vers un autre homme. « Préparez les voitures. » Sortit nord. Puis à Teresa. « Emmenez-la dans la salle de sécurité. » Non. Le mot m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Les yeux de Dante se posèrent sur les miens. « Ce n'est pas une discussion. Tu as dit de ne pas nous séparer. » Je m'agrippai à sa veste, ma peur se transformant en quelque chose de plus vif. Teresa a dit de rester près de toi. Alors c'est ce que je fais. Quelque chose de féroce passa sur son visage. De l'approbation mêlée de frustration. Têtu. Tu le serais aussi. Il faillit sourire. Faillit. Puis une autre explosion secoua le bâtiment, plus proche cette fois. Et la décision fut prise pour nous. « Elle vient avec moi », ordonna Dante. « Enzo, Marco, flanquez-nous. » Teresa a coordonné l'évacuation des autres résidents. Faites croire à une fuite de gaz. Nous nous dirigeâmes en groupe vers l'ascenseur privé. Mais à mi-chemin, les lumières s'éteignirent. L'éclairage de secours s'est allumé, baignant tout dans une lumière rouge qui faisait ressembler la fumée à du sang. Les escaliers, a décidé Dante en changeant de direction. La cage d'escalier était étroite et en béton, rien à voir avec le luxe du penthouse. Nos pas résonnaient tandis que nous descendions. Dante devant, ses hommes derrière, moi coincé au milieu, incapable de m'enfuir même si je l'avais voulu. Nous avons descendu 3 étages avant de les entendre monter. Dante a levé le poing et tout le monde s'est figé. Des voix montèrent d'en bas. De l'anglais avec un fort accent de Chicago. Les hommes de Marco. Ils fouillaient le bâtiment étage par étage, à notre recherche. « Reculez », a chuchoté Dante, silencieusement. Nous avons fait demi-tour, en avançant aussi silencieusement que possible. Mais les escaliers en béton ne sont pas propices à la discrétion. Un frottement de chaussures contre la pierre. Un léger cliquetis d'armes contre une ceinture. « Vous avez entendu ?» Il nous avait repérés. « Allez-y » a sifflé Dante, et nous avons couru vers le haut au lieu de descendre, loin de la sortie, vers le penthouse que nous venions de quitter. Derrière nous, des cris ont éclaté. Des pas ont retenti. Un coup de feu a retenti, et le béton a explosé à quelques centimètres de ma tête. J'ai crié, me baissant instinctivement. Dante m'a attrapé la main et m'a tiré en avant, avec une efficacité brutale. Nous avons fait irruption dans le couloir du penthouse au moment où d'autres hommes de Marco sortèrent de l'ascenseur. Ils avaient réussi à contourner le système d'une manière ou d'une autre. Nous étions piégés. Dante m'a poussé derrière lui et a levé son arme. Ces hommes ont formé un demi-cercle protecteur, leurs armes pointées dans les 2 directions. La fumée était plus épaisse ici, et à travers la brume, j'ai compté au moins une 12aine de silhouettes hostiles qui se rapprochaient. Moretti. Une voix familière a coupé la tension. Marco Vatelli est sorti de la fumée, comme s'il en était le propriétaire. Flanqué d'un nombre d'hommes 2 fois plus important que celui de Dante. Il avait troqué ses costumes coûteux pour une tenue tactique, un pistolet dans chaque main, le sourire acéré comme du verre brisé. Je n'avais nulle part où aller. Je ne fuis pas. La voix de Dante était purement menaçante. « Tu aurais dû t'en souvenir avant de venir chez moi. »« Chez toi ?» Marco éclata de rire. « On est à Chicago, pas en Sicile. Tu ne peux pas revendiquer un territoire comme un seigneur féodal. » Son regard me trouva derrière l'épaule de Dante. « Et tu ne peux certainement pas garder ce que j'ai pris en premier. » « Tu ne l'as pas prise. Tu l'as kidnappée. » Dante se déplaça légèrement, me cachant davantage de la vue. « Il y a une différence. C'est une question de sémantique. » Marco leva un pistolet, le pointant nonchalamment sur la poitrine de Dante. « Quoi qu'il en soit, elle vient avec moi, tout comme ta tête que je vais accrocher à mon mur. » L'air se cristallisa, prêt à éclater dans une explosion de violence. Je pouvais le sentir. La tension avant la tempête, le souffle avant le cri. Les hommes de Dante resserrèrent leur emprise sur leurs armes. Ceux de Marco firent de même. Quelqu'un allait mourir. Peut-être tout le monde. Attendez,
Je repoussai Dante avant qu'il ne puisse m'arrêter et m'avançai dans le no man's land entre les deux factions. « Attends, s'il te plaît, Emma, reviens ici. » La voix de Dante était un grognement de rage à peine contenu. Je l'ignorais, me concentrant sur Marco. « Tu as dit que j'étais utile vivante. Tu as dit que j'étais un moyen de pression. Je le suis toujours, mais pas comme ça. » Le sourire de Marco s'élargit. « Que proposes-tu, ma chérie ? Laisse ces hommes partir. Laisse tout le monde partir. » Ma voix tremblait, mais je m'efforçais de prononcer ces mots. « Je viendrai avec toi de mon plein gré. Pas de combat, pas d'effusion de sang. Laisse-les simplement vivre. » Non. Dante m'attrapa le bras et me fit pivoter. Ses yeux brillaient d'une flamme qui dépassait la colère. Quelque chose qui ressemblait presque à de la peur. « Tu ne vas pas te sacrifier pour moi. Je ne me sacrifie pas pour toi. » Je soutenais son regard. « Je le fais pour eux. » Je désignais ces hommes. Ces inconnus qui m'avaient protégé simplement parce qu'ils l'avaient ordonné. Et pour Teresa. Et pour tous ceux qui se trouvent dans ce bâtiment et qui vont mourir si cet endroit se transforme en zone de guerre. « Noble, » observa Marco. « Stupide, mais noble. » Malheureusement, je ne passe pas d'accord avec du bétail. Il appuya sur la gâchette. Tout ralentit. Je vis le flash de la bouche du canon. Je vis les yeux de Dante s'écarquiller. Je le vis bouger, non pas pour s'éloigner de la balle, mais pour se diriger vers moi, son corps devenant un bouclier. L'impact nous projeta tous les deux au sol. Je tombais lourdement. Le poids de Dante écrasait l'air de mes poumons. Des liquides chauds éclaboussèrent en mon visage. Le sang de mon cou. Son sang. Non, non, non. J'ai essayé de le repousser pour voir où il avait été touché, mais il bougeait déjà, nous faisant rouler derrière un pilier de marbre alors que d'autres coups de feu éclataient. Le Pentouse est devenu un champ de bataille. L'élégance soigneusement cultivée s'est brisée sous les balles et le sang. Le verre a explosé. Les murs se sont éclatés. Des hommes ont crié, sont tombés et sont morts. Et Dante. Dante s'est interposé entre moi et chaque balle, sa respiration haletante dans mon oreille, sa main pressée contre ma tête pour me maintenir au sol. « Espèce d'imbécile !» ai-je sangloté. « Tu saignes ?» Mon épaule. « Je vais bien. » Il n'allait pas bien. Je pouvais sentir le sang imprégner sa chemise, chaud et collant. « Reste baissé. Tu vas mourir en me protégeant. Mieux vaut moi que toi. » Il l'a dit simplement, comme si c'était évident. Comme si sa vie valait moins que la mienne, alors que nous savions tous les deux que c'était insensé. La fusillade a duré peut-être 3 minutes, peut-être 3 heures. Le temps a perdu tout son sens dans la fumée et le chaos. Mais finalement, les coups de feu ont ralenti. Puis ils se sont arrêtés. Les hommes de Dante avaient repoussé ceux de Marco, ou les avaient tués. Je ne voulais pas savoir lequel des deux. « Monsieur, l'un des lieutenants de Dante est apparu à travers la fumée. L'escalier nord est dégagé. Nous devons partir maintenant. » Dante a essayé de se lever, a vacillé, et je l'ai rattrapé avant qu'il ne tombe. Pour la première fois, j'ai vu une véritable douleur traverser son visage. « Je vais vous sortir d'ici, » ai-je dit en enroulant son bras valide autour de mes épaules. « Ne discutez pas. » Je n'allais pas le faire. Il s'appuya lourdement sur moi et je titubais sous son poids. Mais je restais ferme. Nous avons réussi à descendre 6 étages dans la cage d'escalier, tandis que Dante saignait et respirait par saccades. Ces hommes nous ont entourés, vérifiant les coins, dégageant le passage. Lorsque nous avons atteint le garage, il avait laissé une traînée rouge derrière nous. 2 SUV blindés nous attendaient. Moteur allumé. Enzo a ouvert la porte arrière et j'ai aidé Dante à monter avant de le suivre. Le véhicule a bondi en avant même que la porte ne se referme, les pneus crissant sur le béton. « À l'hôpital » ai-je exigé. Pas d'hôpitaux. Les yeux de Dante étaient mi-clos, son visage pâle sous sa peau olive. Marco possède la moitié des médecins de cette ville. Alors où ? Dans un refuge.
20 minutes. Il a penché la tête en arrière contre le siège. Sa respiration était superficielle. J'ai survécu à pire. J'ai saisi son visage, le forçant à me regarder. Ne t'avise pas de mourir. Pas après. Pas après tout ça. Sa main a recouvert la mienne, glissante de sang et tremblante. Tu t'inquiètes pour moi, Emma? Oui, idiot. Des larmes coulaient sur mon visage. Oui. Tant mieux. Son pouce effleura ma joue, étalant son sang sur ma peau. C'est bien. Ses yeux se fermèrent. Dante. Je le secouai, paniqué. Dante, reste éveillé. Je suis toujours là. Mais sa voix s'affaiblissait, sa main relâchait son étreinte sur la mienne. Je suis juste fatigué. Roule plus vite. Je criai à Enzo. La ville défilait à toute vitesse derrière les vitres. Nous grillions les feux rouges. Nous forcions le passage dans la circulation. Chaque seconde semblait une éternité, tandis que la respiration de Dante devenait plus superficielle. Sa peau plus froide. J'avais vu ma mère mourir après des mois de lente détérioration. C'était différent. Brutal, immédiat. Terrifiant par sa rapidité. J'ai appuyé mes mains contre sa blessure à l'épaule, essayant de ralentir le saignement, mais le sang coulait entre mes doigts, comme si sa vie s'écoulait, et je ne pouvais pas l'arrêter. « Tu n'as pas le droit de mourir, lui ai-je dit avec férocité. Tu m'entends? Tu m'as sauvé plusieurs fois. Tu m'as protégé alors que tu n'étais pas obligé de le faire. Tu me regardais comme si j'étais réel, comme si j'avais de l'importance. Tu n'as pas le droit de faire tout ça et de mourir ensuite. » Il a ouvert les yeux, se concentrant sur moi avec effort. « Emma, garde tes forces. »« Non, écoute. » Il a toussé et du sang a maculé ses lèvres. « Si je ne m'en sors pas, tu t'en sortiras. Teresa a des instructions, de l'argent, une nouvelle identité. Tu disparaîtras quelque part où Marco ne te trouvera jamais. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que tu te taises et que tu respires. » Il a presque souri. « Autoritaire, c'est toi qui m'as rendu comme ça. » Le SUV s'est arrêté dans un crissement de pneus devant un bâtiment quelconque dans un quartier que je ne reconnaissais pas. Des hommes en sont sortis. D'autres hommes de Dante, dont une femme avec une trousse médicale, qui l'a regardé et a commencé à aboyer des ordres. Ils l'ont porté à l'intérieur jusqu'à un appartement au 3e étage qui avait été transformé en salle d'opération improvisée. J'ai essayé de les suivre, mais quelqu'un m'a retenu. « Laisse le médecin travailler, » m'a dit Enzo gentiment. « Tu ne ferais que gêner. Je dois... » « Vous devez vous nettoyer et la laisser lui sauver la vie. » Il m'a guidé jusqu'à une salle de bain et m'a mis une serviette dans les mains tremblantes. Il s'en sortira. Le patron est trop têtu pour mourir. J'ai fixé mon reflet dans le miroir. Il y avait du sang partout. Dans mes cheveux, sur mon visage, imprégnant mon pull. Le sang de Dante. L'homme qui m'avait kidnappé, emprisonné, puis s'était jeté devant une balle qui m'était destinée. L'homme qui m'avait regardé comme si j'étais plus qu'invisible, plus qu'un problème, plus qu'un moyen de pression dans une guerre, comme si j'étais quelqu'un pour qui il valait la peine de mourir. Je me suis nettoyé machinalement, lavant le sang, enfilant les vêtements que quelqu'un m'avait fournis. Puis je me suis assise dans le couloir devant la salle d'opération, les genoux repliés contre ma poitrine, et j'ai attendu. Les heures ont passé. Le médecin est sorti 2 fois pour aller chercher du matériel, l'air sombre mais concentré. Enzo m'a apporté un café que je n'ai pas bu. Teresa est arrivée, m'a jeté un coup d'œil et s'est assise à côté de moi sans dire un mot. « Il s'en sortira », a-t-elle fini par dire. Je l'ai vu survivre à bien pire. Il a pris une balle pour moi. Bien sûr. Elle l'a dit comme si c'était évident. Tu comptes pour lui. Je ne suis personne, pas pour lui. La main de Teresa a trouvé la mienne. Elle l'a serrée. Dante Moretti ne protège pas n'importe qui. Emma, il ne laisse pas n'importe qui s'approcher de lui. Depuis la mort de Juliana, il a gardé tout le monde à distance, sauf toi. Je ne comprends pas pourquoi. Lui non plus, je pense. Mais cela ne rend pas la chose moins réelle. La porte de la salle d'opération s'est ouverte. Le médecin est sorti.
retirant ses gants ensanglantés. L'épuisement se lisait sur chaque trait de son visage. « Il est stable », a-t-elle annoncé, et j'ai pu respirer à nouveau. La balle n'a pas touché les artères principales, mais il a perdu beaucoup de sang. Il aura besoin de repos. Beaucoup de repos. Puis-je le voir ? Elle a hésité, puis a acquiescé. 5 minutes. Il est sous sédatif, mais il vous a demandé. Je me suis levé, les jambes tremblantes, et je suis entré dans la chambre. Dante était allongé sur un lit d'hôpital qui semblait trop petit pour son gabarit. Des bandages enveloppèrent son épaule et sa poitrine nue, et il avait une perfusion dans le bras. Ses yeux étaient fermés, son visage paisible d'une manière que je n'avais jamais vue lorsqu'il était conscient. J'ai approché une chaise du lit et j'ai pris sa main, celle qui n'avait pas de perfusion. Ses doigts ont tremblé, puis se sont crispés autour des miens. Emma. Mon nom n'était qu'un murmure. Je suis là. Il ouvrit les yeux, le regard trouble à cause des médicaments, mais il me trouva quand même. Tu es en sécurité grâce à toi. J'écartai ses cheveux de son front, un geste intime qui aurait dû m'effrayer. Tu as failli mourir en me protégeant. Ça en valait la peine. Son pouce effleura ma paume. Une caresse lente. Tu comptes pour moi, Emma. Tu ne comprends pas ? Tu comptes pour moi ? Toi aussi, murmurai-je. Il sourit. Un vrai sourire, doux et presque enfantin. Rien à voir avec l'homme dur qui régnait par la peur. Des mots dangereux. Tu es dangereux depuis le moment où je t'ai rencontré ? C'est vrai. Ses yeux se refermèrent, la sédation l'entraînant vers le sommeil. Reste, s'il te plaît. Je ne vais nulle part. Promis. Je te le promets. Il s'endormit, sa main toujours enroulée autour de la mienne. Et je restai assise là, dans le calme qui suivait la violence, le regardant respirer, sentant le rythme régulier de son pouls contre mes doigts. Quelque part dans la ville, Marco Vitelli planifiait son prochain coup. Quelque part, la guerre faisait toujours rage. Mais dans cette pièce, à cet instant, il n'y avait que nous deux. Un parrain de la mafia et la femme qui l'avait sauvé, liés par quelque chose qu'aucun de nous ne pouvait nommer, mais que nous pouvions tous deux ressentir. Et pour la première fois depuis la mort de ma mère, je ne me sentais pas invisible. Je me sentais vu, protégé, désiré. Des sentiments dangereux pour un homme dangereux, mais alors que j'étais assise là, tenant sa main, observant le mouvement de sa poitrine, je ne pouvais plus me soucier du danger. 3 jours passèrent dans cette maison sécurisée pendant que Dante guérissait et que la ville retenait son souffle. Je ne l'ai pratiquement pas quittée. Le médecin avait recommandé du repos et une surveillance, alors je me suis désignée comme sa gardienne, m'assurant qu'il prenne ses médicaments, changeant ses pansements, le forçant à manger même lorsqu'il disait ne pas avoir faim. Cela me donnait un but dans une situation où je n'avais aucun contrôle, quelque chose à faire à part penser à quel point j'avais failli le voir mourir, à quel point cela m'aurait détruite. Teresa allait et venait avec des nouvelles que je ne comprenais pas tout à fait. Marco avait disparu après l'attaque manquée, mais ses hommes étaient toujours à la recherche de sa cachette. La police de Chicago enquêtait sur l'explosion de gaz dans l'immeuble de Dante. 3 résidents avaient été hospitalisés pour inhalation de fumée, mais miraculeusement, personne n'était mort, à l'exception des 8 hommes de Marco, dont les corps avaient été discrètement emportés avant l'arrivée des autorités. Le 4e matin, je me suis réveillé dans le fauteuil, à côté du lit de Dante, mon nouveau lieu de sommeil, et je l'ai trouvé en train de m'observer. « Tu as mauvaise mine » m'a-t-il dit d'une voix encore rauque mais plus forte. « Tu as été blessé par balle. J'ai le droit d'avoir mauvaise mine. » Je me suis assise, étirant mes muscles endoloris par trop de nuits passées dans ce fauteuil. « Comment te sens-tu » ? Comme si j'avais été blessé par balle. Il s'est déplacé, grimaçant, mais vivant. Grâce à toi. Grâce à ton médecin. Je suis juste resté assis ici. Tu es resté. Sa main trouva la mienne sur la couverture. Ce n'est pas rien. Nous avions joué ce jeu pendant des jours. Ces moments d'honnêteté surprenante suivis d'un repli vers un territoire plus sûr. Mais quelque chose avait changé après l'attaque.
Les murs entre le ravisseur et la captive s'étaient effondrés, laissant place à quelque chose de brut, de plus réel, de plus dangereux. Dante. Je commençais puis m'arrêtais, ne sachant pas comment exprimer ce que je pensais depuis 72 heures d'affilée. « Pourquoi as-tu fait ça ?»« Vraiment ? Tu aurais pu laisser Marco me tirer dessus. Cela aurait mis fin à tout. » Non. Il a resserré son étreinte sur ma main. Cela aurait déclenché quelque chose de bien pire. Je ne comprends pas. Il est resté silencieux pendant un long moment, son pouce dessinant des cercles sur ma paume. Quand Juliana est morte, j'ai juré de ne plus jamais laisser personne m'approcher, de ne plus jamais m'attacher à quelqu'un qui pourrait être utilisé contre moi. Cela a fonctionné pendant 15 ans. Ses yeux ont croisé les miens, et j'y ai vu quelque chose de vulnérable, quelque chose qui ressemblait à de la peur. Puis tu es entrée dans cette salle de bal, terrifiée, courageuse, et pleine d'une colère invisible. Et je n'ai pas pu détourner le regard. J'ai retenu mon souffle. Je me suis dit que c'était juste de la reconnaissance. Tu me rappelais Juliana. Même âge, même fragilité, dissimulant une force cachée. Mais ce n'était pas ça. Il a attiré ma main vers sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Je pouvais le sentir battre fort et régulièrement sous les bandages et la peau abîmée. C'était toi, Emma. Juste toi. Je ne suis personne, ai-je murmuré. Mais ces mots me semblaient désormais vides de sens. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Continue à y croire. Il s'est redressé avec effort, ignorant mes protestations, jusqu'à ce que nous soyons face à face. Mais tu te trompes. Tu as déclaré la guerre à l'homme le plus dangereux de Chicago sans broncher. Tu t'es offerte à Marco pour sauver mes hommes. Tu es resté à mes côtés pendant une fusillade alors que tu aurais pu t'enfuir. Tu m'as tenu la main pendant que je saignais et tu m'as dit que je ne pouvais pas mourir. Sa main libre a pris mon visage entre ses mains, à la fois rugueuse et douce. Ce n'est pas n'importe qui, Emma. C'est quelqu'un d'extraordinaire, à qui on a répété si longtemps qu'elle ne valait rien qu'elle a fini par le croire. Des larmes coulaient sur mes joues. Je ne sais pas comment être extraordinaire. Tu l'es déjà. Il s'est penché vers moi et j'ai pu sentir son odeur d'antiseptique et de sang dans cette eau de Cologne, qui était devenue synonyme de sécurité. La question est de savoir si tu vas te laisser y croire. Et si je le fais, ma voix s'est brisée. Et alors ? Tu es toujours un chef de la mafia. Je suis toujours la fille qui s'est retrouvée prise dans ta guerre. Nous sommes toujours incompatibles. Peut-être. Son front toucha le mien, et je sentis le tremblement de son souffle. Ou peut-être que l'impossible n'est qu'un autre défi à surmonter. C'est fou. La plupart de ma vie est folle. Il sourit et son visage prit une expression presque enfantine. Qu'est-ce qu'une impossibilité de plus ? J'aurais dû m'éloigner. J'aurais dû nous rappeler à tous les deux le syndrome de Stockholm, les déséquilibres de pouvoir et toutes les très bonnes raisons pour lesquelles tomber amoureuse de son ravisseur était une très mauvaise idée. Au lieu de cela, je l'ai embrassé. C'était doux au début, hésitant, exploratoire. Ses lèvres étaient chaudes malgré la perte de sang, et il avait le goût du café que je lui avais fait boire de force 1 heure auparavant. Pendant un instant, il s'est figé, surpris, puis sa main a glissé dans mes cheveux, et il m'a embrassé comme si j'étais l'air et qu'il était en train de se noyer. Le baiser s'est intensifié, devenant désespéré et avide. Des semaines de tension, de peur, de déni de ce qui s'était construit entre nous ont explosé à cet instant. Son bras valide s'est enroulé autour de ma taille, me serrant contre lui, malgré ses blessures. J'ai essayé d'être prudente, de ne pas lui faire mal, mais il a poussé un gémissement qui n'avait rien à voir avec la douleur. Emma, mon nom était une prière sur ses lèvres. Si nous faisons cela, il n'y aura pas de retour en arrière possible.
Je ne veux pas revenir en arrière. Je l'embrassai à nouveau, goûtant la vérité de mes propres mots. Je ne veux plus être invisible. Je ne veux plus avoir peur. Je veux juste quoi? Sa main caressa mon visage comme si j'étais quelque chose de précieux. Que veux-tu? Toi. Cet aveu me donna l'impression de sauter d'une falaise. Je te veux. Même si c'est fou. Même si tu es dangereux et impossible et que je devrais m'enfuir aussi loin et aussi vite que possible, je te veux. Son sourire était celui de la satisfaction masculine à l'état pur. Alors tu m'as. Un coup à la porte brisa le moment. Nous nous séparâmes lorsque Enzo entra, l'air sombre. Patron, nous avons un problème. L'attitude de Dante passa instantanément de tendre à terrifiante en un clin d'œil. Quel genre de problème, Marco? Il a demandé une rencontre? En territoire neutre? Il dit vouloir négocier les conditions. C'est un piège. Je l'ai dit avant de réfléchir, mais Dante a acquiescé. Bien sûr que c'est un piège. La question est, de quel genre? Il s'est tourné vers Enzo. Quand et où ce soir? Millennium Park dit d'amener la fille, ou il n'y aura pas d'accord? Mon estomac s'est noué. Il veut m'échanger. Il veut me tuer et te prendre. La voix de Dante était glaciale. C'est le scénario habituel. On se rencontre. Il nous tend une embuscade. Il élimine la concurrence. Donc, on n'y va pas. Je lui ai serré la main. On reste ici. On attend qu'il se lasse. Et il brûle la moitié de la ville à notre recherche. Dante a secoué la tête. Non, ça se termine ce soir. D'une manière ou d'une autre, tu n'es pas assez en forme. Je suis assez en forme pour en finir. Il s'est levé, vacillant légèrement, et a commencé à s'habiller avec une détermination sinistre. Enzo, rassemble tout le monde. Tactique complète. Je veux des snipers sur tous les toits à moins de 500 mètres. Marco veut la guerre. Je vais lui en donner une, dont il ne sortira pas vivant. Dante, s'il te plaît, je lui ai attrapé le bras. Le désespoir me rendait audacieuse. Ne fais pas ça. Pas pour moi. Il se retourna et prit mon visage entre ses mains. Surtout pour toi. Marco t'a prise une fois. Il t'a terrorisé. Il a failli te tuer dans ma propre maison. Cette dette sera payée, Emma. Avec du sang. Et si tu meurs en la payant, alors tu disparaîtras. Nouveau nom. Nouvelle vie. Loin de Chicago. Teresa a tout arrangé. Il m'embrassa sur le front, doucement malgré la violence dans ses yeux. Mais je n'ai pas l'intention de mourir. J'ai l'intention de gagner. Le Millennium Park était magnifique et inquiétant la nuit. La sculpture en forme de haricot reflétait des lumières déformées. Les pavillons vides résonnaient du bruit de nos pas. La ville scintillait autour de nous, inconsciente de l'affrontement qui allait se produire en son cœur. Dante avait insisté pour que je porte un gilet pare-balles sous mon manteau. J'avais insisté pour venir malgré ses protestations. Nous avions trouvé un compromis en m'entourant de 6 de ses hommes les plus fidèles, tous armés et prêts à faire face à l'inévitable trahison de Marco. Nous nous sommes retrouvés à Cloudgate, le haricot, où la surface métallique reflétait une armée d'hommes de Dante positionnés dans tout le parc. J'en ai compté au moins 20, et probablement d'autres que je ne pouvais pas voir. Des snipers sur les toits, comme il l'avait promis, ce n'était pas une négociation, c'était une déclaration. Marco est arrivé, avec 15 minutes de retard. Un coup de force. Il avait moins d'hommes visibles, mais je ne m'y fiais pas. Il était trop confiant, trop détendu pour quelqu'un qui s'aventurait en territoire ennemi. Plus près. Marco souriait de toutes ses dents. « Tu ressembles à une blessure par balle. On te traite bien. Mieux que tu ne traiteras ton enterrement. » Dante se tenait droit malgré la douleur que je savais qu'il ressentait. « Tu voulais parler? Parle. Des conditions simples. » Les yeux de Marco se sont posés sur moi et j'ai senti Dante se crisper à côté de moi. « Tu me donnes la fille. Je te donne ta vie. Tu quittes Chicago. Je prends ton territoire. C'est clair. C'est simple. Contre-proposition. » La voix de Dante était d'un calme olympien.
Tu quittes Chicago dans les 6 prochaines heures, ou je te tue, toi et tous ceux que tu as jamais aimés. C'est clair. C'est simple. Marco a ri. Tu n'as plus les effectifs pour ça. J'ai recruté pendant que tu jouais les infirmiers auprès de ta petite chérie. Les effectifs ne signifient pas grand-chose quand on a le bon levier. Dante sortit son téléphone, tapa quelque chose et tourna l'écran vers Marco. Marco pâlit. Je ne pouvais pas voir ce qui était affiché à l'écran, mais la réaction de Marco m'en disait long. « Tu bluffes, n'est-ce pas ?» Dante rangea son téléphone dans sa poche. « Ta fille ? Maria, c'est ça. 17 ans. En sécurité dans cette école privée du Connecticut. Sauf qu'elle n'y est plus, n'est-ce pas ? Mes hommes l'ont enlevée il y a 3 heures. Elle est à l'aise, indemne. Elle regarde des films dans un endroit sûr. Son sourire était acéré. Exactement comme tu l'as fait avec Emma. Sauf qu'Emma était innocente. Ta fille, c'est un moyen de pression, comme tu me l'as appris. Fils de... La main de Marco se dirigea vers son arme. 20 points rouges apparurent sur sa poitrine. Des viseurs laser de sniper que je ne pouvais pas voir. Je ne voulais pas les voir. La voix de Dante se transforma en un ronronnement mortel. J'ai 50 hommes dans ce parc, Marco. Tous prêts à t'achever. La seule raison pour laquelle tu respires encore, c'est parce que je te donne le choix. Quel choix ? Pars ce soir. Prends tes hommes, quitte Chicago et ne reviens jamais. Fais cela et ta fille rentrera chez elle saine et sauve demain matin. Dante s'approcha et je vis Marco tressaillir. Ou reste et découvre ce qui arrive quand on prend quelque chose qui m'appartient. L'air se cristallisa sous l'effet de la tension. Les hommes de Marco s'agitèrent nerveusement. Ceux de Dante restèrent parfaitement immobiles, attendant les ordres. « Tu t'es ramolli, cracha Marco, pour une fille sans valeur. Ton père aurait honte. Mon père est mort. Je l'ai tué moi-même pour moins que ce que tu as fait. » La main de Dante se posa sur le creux de mon dos. Possessif, protecteur, et Emma n'est pas sans valeur. Elle est à moi. Cela fait d'elle la chose la plus précieuse de cette ville. Quelque chose dans l'expression de Marco s'effondra. Il avait perdu, et il le savait. Le bluff, la bravade, la tentative de jeu de pouvoir, tout cela n'avait aucun sens face à la certitude absolue de Dante. 6 heures, a finalement déclaré Marco, vaincu. 4. Je me sens généreux. Le sourire de Dante était froid. Et Marco, si jamais je te revois, si jamais j'apprends que tu es à moins de 160 km de Chicago, ta fille mourra lentement, compris ? Marco a acquiescé d'un signe de tête sec et amer, puis s'est retourné et s'est éloigné. Ses hommes l'ont suivi, les armes baissées, les épaules affaissées. Nous avions gagné. J'attendis qu'il soit hors de vue, avant de me permettre de respirer. As-tu vraiment kidnappé sa fille ? Bien sûr que non. Dante me guida vers les SUV qui attendaient. Maria est à l'école, en sécurité et dans l'ignorance. Mais Marco ne le sait pas. Il ne prendra pas le risque de tenter le coup quand ses propres tactiques sont utilisées contre lui. Tu as menti. J'ai protégé ce qui m'appartient. Il s'arrêta se tournant vers moi. Je ferai bien pire pour te protéger, Emma. Mentir, tricher, tuer, tout ce qu'il faut, ça devrait me terrifier, n'est-ce pas ? J'y ai réfléchi. J'ai vraiment réfléchi à l'homme qui se tenait devant moi. Dante Moretti, parrain de la mafia, tueur, criminel. L'homme qui avait pris une balle pour moi, qui avait déclaré la guerre pour me protéger, qui me regardait comme si j'étais la réponse à une question qu'il s'était posée toute sa vie. Non, ai-je finalement répondu. Ça ne me terrifie pas. Peut-être que ça devrait, mais ce n'est pas le cas. Son expression s'est adoucie pour prendre une expression que je n'avais aperçue que dans des moments privés. Alors viens chez moi. Pas comme une captive. Pas comme un moyen de pression, mais comme ma compagne. Tu es quoi ? Tout ce que tu veux être, ma femme. Ma partenaire. Ma raison d'être moins monstrueux. Il m'attira vers lui, prenant garde à ses blessures, son front reposant contre le mien. Je ne suis pas bon, Emma. Je ne serai jamais bon, mais je peux être meilleur pour toi. Je l'embrassai là, dans l'ombre du haricot,
au cœur de la ville qui avait tenté de nous briser tous les deux. Et je sentis quelque chose se mettre en place. C'était fou, impossible. Un conte de fées écrit avec du sang et des balles. Mais c'était le mien. « Ramène-moi chez moi » murmurai-je contre ses lèvres. « Lequel ?» Son sourire était doux, sincère. « J'en ai plusieurs. Celui où tu es ?» 6 mois plus tard, je me tenais à la fenêtre du penthouse reconstruit de Dante. Notre penthouse désormais, regardant la ville se réveiller dans des tons dorés et roses. La même vue que je contemplais quand j'étais captive. Mais tout était différent maintenant. J'étais différente. Les factures médicales avaient disparu, payées dans la semaine qui avait suivi l'exil de Marco. La tombe de ma mère avait désormais une pierre tombale digne de ce nom, en marbre blanc, avec des fleurs fraîches livrées chaque semaine. J'étais retourné à l'école, en gestion d'entreprise, car l'Empire de Dante avait besoin de quelqu'un qui comprenait les chiffres, et j'avais découvert que j'étais doué pour ça. Je n'étais plus invisible, je n'étais plus personne. J'étais Emma Moretti. Le changement de nom avait eu lieu 3 mois plus tôt, lors d'une cérémonie privée en présence uniquement de Teresa et du cercle restreint de Dante. Ce n'était pas un mariage traditionnel, mais rien chez nous n'était traditionnel. Des bras m'enlacèrent par derrière, et je me penchai en arrière pour me blottir contre Dante. Son épaule avait guéri, laissant une nouvelle cicatrice à ajouter à sa collection. Il les portait comme des médailles, preuve de sa survie. « Bonjour » murmura-t-il contre mon cou. « Bonjour ». Je me suis retourné dans ses bras, étudiant son visage dans la lumière du petit matin. Toujours dur, toujours dangereux, mais plus doux quand il me regardait. Teresa a appelé. Elle a besoin de nous au bureau à 10 heures. Nous avons le temps. Ses mains ont glissé sous ma robe de chambre en soie. L'une des dizaines qu'il m'avait achetées, chacune plus chère que la précédente. Je peux imaginer de meilleures façons de passer la matinée que de faire des tableaux Excel. J'ai ri en lui donnant une petite tape sur la poitrine. Tu es insatiable, seulement pour toi. Il m'embrassa lentement et profondément, et je sentis la vérité dans chaque caresse. Dante Moretti m'aimait passionnément, possessivement, absolument. Et je l'aimais de la même façon, malgré tout ce que la logique disait sur le syndrome de Stockholm et les déséquilibres de pouvoir. Certains amours étaient trop grands pour la logique. Les informations passaient à la télévision en arrière-plan. Quelque chose à propos d'une importante descente de police contre un gang à New York. Des arrestations, des territoires saisis. Le nom de Marco Vitelli est apparu dans le téléscripteur. Il avait tenté de s'implanter sur un nouveau territoire et avait échoué de manière spectaculaire. « Tu le savais » ai-je dit en m'écartant pour regarder Dante. « Tu savais qu'il échouerait à New York ? J'ai peut-être passé quelques coups de fil, informé certaines personnes de sa présence, suggéré qu'il pourrait être vulnérable. » Le sourire de Dante était incisif. J'avais dit que je le tuerais s'il revenait à Chicago. Je n'avais pas dit que je rendrais sa vie impossible partout ailleurs. C'est terrible. C'est la justice. Il m'embrassa sur le front. Il t'a terrorisé. Il a failli nous tuer tous les deux. Il ne doit pouvoir se sentir à l'aise nulle part. J'aurais dû discuter. J'aurais dû parler de pitié, de passer à autre chose. Mais la vérité, c'est que j'étais devenu quelqu'un qui comprenait que certaines dettes ne pouvaient être payées qu'au prix de la souffrance. Le monde dans lequel vivait Dante, le monde dans lequel je vivais maintenant, ne permettait pas les demi-mesures. Allez, je l'ai entraîné vers la chambre. Si nous devons être en retard de toute façon, autant que cela en vaille la peine. Son rire était grave et malicieux. J'ai créé un monstre. Tu as créé ton égal. Je l'ai embrassé, fougueusement et possessivement. C'est différent. Plus tard, alors que nous étions enlacés dans les draps de soie, les doigts de Dante dessinèrent des motifs sur mon épaule nue. Tu le regrettes ? Tout ça ? Avoir été kidnappé ? Utilisé comme appât ? Avoir failli mourir plusieurs fois ? Je fis semblant de réfléchir. Ces moments-là n'étaient pas géniaux, Emma.
Je levai les yeux vers lui, vers cet homme impossible qui m'avait volé à une vie et m'en avait donné une autre. Non, je ne le regrette pas. Comment pourrais-je regretter ce qui m'a mené à toi? C'est insensé. La majeure partie de ma vie est insensée maintenant. J'ai répété ces mots d'il y a quelques mois, en regardant son sourire s'élargir. Qu'est-ce qu'une impossibilité de plus? Il m'a alors embrassé, doucement, tendrement. Rien à voir avec l'homme violent que le monde voyait. C'était le Dante que je connaissais. Celui qui m'apportait mon café exactement comme je l'aimais, qui me lisait des histoires en italien quand je ne pouvais pas dormir, qui me serrait dans ses bras pendant mes cauchemars et me promettait une sécurité qu'il avait tuée pour préserver. Le monstre qui était devenu mon salut. Nous avons fini par arriver au bureau où Teresa nous attendait avec les contrats, du café et un sourire complice. Elle avait eu raison tous ces mois-là. Dante m'avait regardé différemment dès le début. Il m'avait protégé, revendiqué, changé tout son monde pour me garder à ses côtés. Et moi aussi j'avais changé. D'invisible à indispensable, de personne à quelqu'un, de captive à reine d'un empire bâti sur le sang et l'ambition. Cette nuit-là, debout sur le balcon de notre penthouse, les bras de Dante autour de moi, et la ville s'étendant sous nos yeux comme un royaume, j'ai pensé à la fille que j'avais été, celle qui servait du champagne à l'hôtel Augustine, désespérée, noyée et invisible. Elle ne reconnaîtrait pas la femme que j'étais devenue, mais elle comprendrait le choix que j'avais fait. Parce que parfois, le salut vient des endroits les plus sombres. Parfois, le monstre est le héros. Et parfois, l'amour fleurit dans l'espace entre le danger et le désir, à la fois impossible et inévitable. « À quoi penses-tu » demanda Dante, le menton posé sur mon épaule. « Que je suis heureuse. » La vérité me surprit. Après tout ce qui s'était passé, la mort de maman, la perte de mon emploi, mon enlèvement, les coups de feu, ma mort presque certaine. Je suis vraiment heureuse. Tant mieux. Il me serra plus fort dans ses bras. Parce que tu es coincé avec moi maintenant. Pas d'échappatoire, pas de liberté. Juste ça. Juste ça. J'acquiesçais en me tournant pour l'embrasser, alors que les lumières de la ville brillaient autour de nous. Et au loin, les sirènes hurlaient. La bande originale de Chicago, du danger, de la vie que j'avais choisie. Mais ici, dans les bras de Dante, dans notre forteresse au-dessus de la ville, j'étais en sécurité. J'étais vu. J'étais aimé. Le chef de la mafia m'avait rejeté une fois. À ce moment-là, alors qu'il aurait pu me revendiquer dans la salle de bal, il avait laissé Marco me prendre en premier. Mais il était venu me chercher quand même. Il m'avait sauvé, changé, fait sienne de toutes les manières qui comptaient, et je l'avais revendiqué en retour. Le monstre, le protecteur, l'homme impossible qui m'avait appris qu'être personne était un choix, pas une fatalité. J'avais choisi d'être quelqu'un. Je l'avais choisi. J'avais choisi cette vie.